Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mehdi Investigation. Nous allons désormais 2 fois par mois pour vous, dans des endroits où les caméras n'ont pas l'habitude d'aller. Voici le sommaire. Ils ont accepté de nous laisser rentrer dans leur intimité. Rencontre avec les couples mixtes au Maroc. Religion, tradition, langue, éducation des enfants et regard de la société. Plus d'obstacles en apparence à surmonter, mais une plus grande ouverture d'esprit aussi pour chacun d'entre eux. Quel est le quotidien des couples mixtes? Comment ont-ils surmonté certaines difficultés? Quelle est leur vision de la vie à deux? C'est ce que vous verrez dans ce numéro. Et puis nous irons aussi en Chine, où une tradition interdite sous Mao reprend de l'ampleur avec l'ouverture économique du pays, celle pour les hommes d'entretenir une deuxième femme. Ces maîtresses sont nourries, logées et même rémunérées pour être à la disposition de ces hommes d'affaires volages, un moyen souvent pour elles de fuir une région enclavée et des conditions de vie précaires. Peu importe les problèmes, chantait Édith Piaf, eux, ils ont choisi l'amour en terre étrangère. De plus en plus de mariages dits mixtes sont célébrés au Maroc chaque année. La mixité, c'est une notion à définir, même si couramment on s'entend à comprendre par là la mixité culturelle. Mais si ces couples ont parfois une base plus forte, comme l'a confié l'un des témoins, c'est aussi parce qu'ils ont conscience de tous les obstacles à franchir. Le regard des autres, les traditions, la religion, la langue. Plus difficile donc, peut-être, mais aussi plus enrichissant pour chacun d'entre eux, plus enrichissant surtout pour les enfants. Leur secret à tous, l'ouverture, la communication, la sincérité et des valeurs communes. Alors quel est le quotidien de ces couples? Quelles sont leurs méthodes pour que ça fonctionne? Quel est le poids du regard de la société? Quelle valeur ajoutée pour les enfants, mais aussi quelle crainte pour leur construction identitaire? Ils ont accepté de nous ouvrir leurs portes et leur cœur. Regardez. Majesté, que pensez-vous, après tout ce que vous venez de dire, des mariages mixtes? Ce que je pense des mariages mixtes est très clair. C'est que c'est vraiment le calcul des probabilités le plus improbable. Pour un qui réussit, il y en a 100 qui échouent. Je pense qu'il est préférable de laisser les choses aller comme elles sont, sans être ni pour ni contre, mais tout au moins, il faut quand même considérer l'environnement. Il y a beaucoup, on parle tous actuellement d'environnement, mais l'environnement est beaucoup plus important. Il y a l'environnement historique, il y a l'environnement de l'authenticité, il y a l'environnement tout court, et l'environnement continental, linguistique, religieux. Prendre en compte l'environnement de l'autre est toujours une nécessité aujourd'hui. Ce calcul de probabilités improbables, près de 6000 couples choisissent de le faire tous les ans au Maroc, parce que l'amour a ses raisons, que bien souvent, la raison ignore. Mais mettre en équation un couple mixte, c'est aussi devoir tenter de définir d'indéfinissables concepts, ceux de l'amour, du couple, mais aussi de l'identité, de la culture et de la pratique religieuse. Eux ont décidé envers et contre tout de former ces structures algébriques, en rencontre avec quelques-uns de ces couples mixtes au Maroc, qui ont accepté de nous faire part de leur science du sentiment amoureux et de la vie de famille. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot délicieux. Wherever I am, I come raining to see. Hakim, fruit de la passion d'un couple mixte, a 4 ans et parle déjà 4 langues, le français, le thaïlandais, mais aussi l'arabe et l'anglais.
Son père, Saad Benani, a vécu 8 ans en Thaïlande. Tombé amoureux du pays et de sa gastronomie, il y a rencontré sa femme, Aya. Maison. Wahadi, Wahadou. عصفور Osfour. Oh. فل Osfour. Wahadi. شمس Shams. Waouh. Et tu peux me dire la même chose en thaï, ce que tu as dessiné en thaï? Vas-y, qu'est-ce que tu as dessiné? Explique-moi. mon prénom Ton prénom, il est là, oui, ton prénom. Mais en thaï, c'est quoi tout ça? Vas-y, explique-moi. Dis-moi pour les oiseaux, pour la grenouille, pour la maison. Comment tu mets? نوك Annie? Atit? تأتي Si, c'est le soleil, pas Atit, ok? بان Ban. كو ملنوان يان Ensemble, ils ont souhaité mettre cette culture au cœur de leur vie en ouvrant ce restaurant à Tanger où le petit Hakim navigue avec une facilité désarmante d'une langue à une autre. Très souvent, Hakim a été utilisé pour interpréter ou pour traduire, puisque c'est lui le seul lien qui existe entre la famille thaïlandaise qui ne parle que thaï et par exemple ma mère qui ne parle qu'arabe ou que français. Donc très souvent on fait appel à lui et même sa maman. En fait il est devenu le prof de français de sa maman et mon prof de thaï. Donc voilà, il nous aide déjà beaucoup. Pour l'enfant, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux que les parents aient des idées communes, des idées d'ouverture, voilà, parce qu'il sera amené à parler au moins les deux langues, celle de sa mère et celle de son père, et là, il faut la faire passer comme une richesse. Des idées et des valeurs communes, mais une religion, des traditions et une langue différente. Aya parle le thaïlandais et communique en anglais avec son mari. Est-ce que Aya peut s'intégrer facilement ou pas ici? Je dirais que l'une des priorités et l'une des nécessités, c'est de parler la langue. Donc pour pouvoir s'intégrer, il vaut mieux parler la langue ou comprendre un minimum la langue du pays. Donc en l'occurrence, c'est l'arabe ou le français. Voilà. Donc déjà le fait de ne pas parler la langue, ça rend la communication et donc la complicité et la connaissance des gens plus difficiles. Voilà. Plus difficile de s'intégrer dans la belle famille lorsque la langue n'est pas la même. Aya a tout de même une chance. Dans la famille de son mari, on parle facilement l'anglais et l'on est ouvert sur l'étranger. Même si lorsqu'on plaisante ou l'on débat, c'est en arabe ou en français. La culture même des jeunes a changé. Les jeunes, ils parlent la même langue aujourd'hui, ils parlent les nouvelles technologies. De toute façon, quand on nous envoie, ils mettent tous un jean, ils ont tous un iPhone. Quand on nous envoie faire nos études en France, faut pas s'étonner qu'on revienne avec un français, je veux dire. T'as pas intérêt, hein? Tu ramènes un fasci et un vrai. Tu peux le ramener, mais peut-être qu'il ne va pas s'adapter. Le problème, c'est est-ce qu'il va s'adapter au pays? C'est ça le problème. Déjà mix, si tu fais un fasci avec un rifin, c'est beaucoup plus mix qu'un Marocain avec une Française qui est avec le Maroc. Oui. Un couple mixte, ça veut dire que l'un des personnes vit dans un autre pays que son pays d'origine, et c'est pas un simple choix. C'est un choix très difficile face à beaucoup de problèmes. Soit leur couple est suffisamment solide, ils peuvent le surmonter et puis transformer ça en richesse. Oui. Sinon, c'est extrêmement difficile. Alors, un couple mixte, s'il n'y a pas une langue commune, il faut que les deux conjoints maîtrisent au moins une langue commune. Si ce n'est pas le cas, c'est très difficile. Et donc, le conjoint, en l'occurrence, une Thaïlandaise qui vit dans un pays. À Tanger, les déjeuners du dimanche sont aujourd'hui l'occasion pour Aya de retrouver l'esprit de famille, même si le choc culturel a parfois été surprenant. Il faut adapt yourself. Adapt yourself, your life here. Of course. C'est pas facile, c'est difficile. Yes, it's not easy for me. You have to find other friends. En Thaïlande, les contacts physiques, par exemple, sont réduits. Les contacts chaleureux ici au Maroc ont donc pu parfois l'étonner.
Ah, tu as vu, je sais parler moi aussi en thaïlandais. Nice, they are nice and they are friendly. You know, they try to speak English. Some they can speak English, but some they cannot speak, and they try to help to translate and to ask me the question. It's nice. I miss my country. You know, when I live here, I feel like I miss my friend. I miss my society, and I miss my culture and my tradition, my family. After 5 years, but now it's okay. I try adapt a little bit. He tried to explain to me, and he tried to tell me what they will do with me and what they will do with Hakim. Or yes, that's why for me it's okay. But with my family, they are surprised because they say why they always come to kiss us or something, and I try to explain to them also. But now they can adapt a little bit. Enquête sur le conjoint étranger, de nombreux papiers à fournir, la procédure peut s'avérer compliquée pour les couples. Du côté de la loi, la nouvelle Moudawana, le code de la famille révisé en 2004, a simplifié sur certains points la vie des couples mixtes. Avant son instauration, les enfants de mères marocaines ne pouvaient pas obtenir sa nationalité. Ils étaient considérés comme des résidents étrangers au Maroc. Un problème que ne connaîtront pas Badia El Khadiri et son mari français Reynald Nonon, venus chercher leur dossier validé par le juge, qui appelle à de nouvelles avancées. نلتمس من المشرع المغربي أن يجتهد ويجد، وما هذا عزيز على المشرع المغربي، أن يجتهد ويجد حلا لهذه الحالات، وبطبيعة الحال يكون لها أصل بطبيعة الحال ما هو ديني وما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية. À Casablanca, Tayeb et Jocelyne Badis forment un couple heureux et amoureux depuis près de 30 ans. Alors étudiant à Orléans, la fille d'ouvrier de la région de Mayenne, en France, s'est identifiée à ce fils de Fela, originaire de Figuig. Un attachement à la terre qui les a rapprochés, eux et leur famille. Dans notre vie, c'est la complémentarité. Donc, comme on travaille tous les deux, la cuisine, c'est le premier arrivé, il attaque, et le deuxième rejoint et on continue. Donc, avec les enfants, avec tout le monde. Complémentarité, maître mot des Badis, sincérité aussi. Je n'ai jamais caché ma vie de fils de paysan, de fellah qui n'a rien. J'ai jamais essayé de dire que j'ai au Maroc ou on possède ou ça ou ça. J'étais toujours sincère de voilà, j'ai rien. J'ai pas mangé de viande dans mon enfance. Je l'ai expliqué, ça sert à rien que j'invente des choses. J'ai pas mangé beaucoup de viande, j'ai mangé très très peu de viande. J'ai mangé des fruits que je mangeais dans les arbres, j'ai arraché moi-même. En arrivant ici, et c'est ça, c'est pour ça que je parle de sincérité. Quand on est sincère, c'est ce que je disais tout à l'heure, on construit son amour, on construit sa relation. Quand on arrive ici, souvent, c'est mes amis qui étaient avec moi en France, que j'écoutais, nous on a ça, nous on a ça, mon père il a ça, mon père il a ça, on a fait ça. En arrivant ici, on découvre la vérité, c'est déjà un mensonge. Mes parents, tout ouvert qu'ils pouvaient être, auraient peut-être eu des difficultés à communiquer avec quelqu'un qui aurait été issu d'un autre milieu social que le leur, qui n'aurait pas eu ces références, je le disais, à la terre par exemple, qui n'aurait pas su ce que c'était que bêcher un jardin, que tailler un arbre, des choses qui étaient profondément ancrées pour eux. Quand on parle du de l'Aïd, là aussi, l'avantage que j'ai eu, c'est que moi j'étais une fille de la campagne,
Et qu'à la campagne, eh bien oui, on tuait le cochon, on tuait des moutons aussi, et donc ça me choquait pas plus que ça. Alors que je pense que oui, des filles qui arrivaient de la ville, qui n'ont jamais vu ça, parce que bon, à notre époque, on ne le fait plus, et qui arrivent ici, eh bien, première Aïd, elles vont être là, et tout de suite, ça va être un clash, et ça va être très très mal pris par la famille. Et ce qui les unit encore plus fort aujourd'hui, c'est la religion, l'islam, qui a fait son chemin dans le cœur de Jocelyne. Taïeb, lui, était pratiquant à l'époque, il ne s'en est jamais caché, il me l'a toujours expliqué, on en a toujours discuté très clairement, et il m'a toujours dit clairement, ce que je souhaite, c'est que tu rejoignes ma religion. Ça, c'est mon souhait le plus cher. Je ne demande que ça. C'est tout ce que je veux. Et c'est ce qui est arrivé. Bon, ça a mis du temps. Hein. Il a fallu. C'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça facilement. Il y a eu des périodes un peu d'hésitation, de retour, et puis voilà. On a pris un chemin ensemble. Et on est dans ce chemin. Avant, on avait le chemin de vie journalière, on avait le chemin de la vie quotidienne, de convoyer matériel, et là on a pris le deuxième chemin, qui est spirituel, qu'on ne voit pas, qu'on ne va pas voir. Si on s'est rapprochés, c'est qu'on avait les mêmes valeurs, et comme disait Taïeb, la religion c'est d'abord les valeurs, c'est d'abord la justice, l'honnêteté, c'est d'abord ça. Après, le reste, ce n'est que quelque chose de... Ce sont des pratiques. Mais le fond, c'est ça. Et ça, on l'avait depuis toujours. On a toujours défendu les mêmes choses. Quand on est jeune, on se regarde sur les figures, plus que sur le corps. Mais quand on vieillit, on se regarde plus vers le fond. On analyse le fond des yeux et on analyse l'esprit. C'est la deuxième étape de la vie, de l'amour. La mixité, plus sociale donc que culturelle. Pour Mehdi Aliwa, sociologue et issu lui-même d'un couple mixte, l'individualisation favorise aujourd'hui les mariages avec des étrangers. La mixité, elle est souvent comprise comme mixité culturelle. C'est une erreur d'interprétation. La mixité, elle est rarement culturelle, elle est essentiellement sociale. Lorsqu'on rentre dans le cadre du culturel, on est dans autre chose que la mixité. Alors à ce moment-là, on parle de cosmopolitisme, on parle aussi de métissage, mais la mixité, c'est vraiment ce qui est lié à la différence sociale, à la différence de statut social, à la différence de niveau de vie ou de catégorie socio-professionnelle. Aujourd'hui, et peut-être même hier, il aurait fallu, et c'est une urgence aujourd'hui à l'heure de la mondialisation, penser la question de la mixité, de la différence sociale, et penser la question aussi de l'individualisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, les individus mènent des projets de vie qui sont bien sûr en accord avec leur famille, mais qui ne sont pas le produit de leur famille. C'est-à-dire qu'on sort de la communauté. Alors dans un pays comme le Maroc, on n'est pas complètement sorti des communautés traditionnelles, mais ça se délite. Et évidemment, lorsqu'on est dans une grande ville, dans les grandes villes, le délitement il est beaucoup plus fort. Donc on a une dépersonnalisation des relations, on est de plus en plus dans son projet de vie personnel, et donc quand deux personnes ont un projet de vie qui peut se ressembler, et qu'ils à ce moment-là se rencontrent et se mettent en couple, les familles ont un poids moins fort de contrôle sur ces projets de vie. Un projet commun, le projet d'une vie. À Marrakech, la reconstitution d'un mythe, celui d'un second Taj Mahal, joyau de l'art musulman, symbole aussi d'un amour inconditionnel. C'est l'œuvre du Tangérois Jawad Kadiri et de sa femme Priti Paul, issue de l'une des familles les plus fortunées d'Inde. Leur hôtel, un véritable mariage de leurs deux cultures. Jawad a l'Inde dans la peau depuis son plus jeune âge, un pays aux mille et une couleurs qu'il a parcouru durant des années. Le coup de foudre pour Priti, c'est pourtant à Marrakech, chez lui, qu'il le vit lors d'une soirée qu'il organise. Et lorsqu'on s'est rencontrés, il n'y avait pas de projet, je vais dire, aussi important.
Les projets sont devenus... Après, c'était plus un projet de vie. Et même au départ, la maison où j'habitais... we didn't have project in common when we started. Well, you showed me this project Ouais. that we're sitting in, and he said it's my dream to make this project, and I'm an architect, so I understood the project, and I said, well, you've got to build your dreams. You know, you're at the age, if you don't follow your dreams now, it'll be too late. And here we are, we're sitting in his dream, his project. And I think that's very important that... the more important project for me is the boys. This is our better project. No, the three boys are our best project. Yeah, best small, project. medium and large. Yeah. I'm from Asia, I've lived in Europe, I've lived in America, I studied in America, then again I went to Europe to work, I've worked in Asia. And now at that point in my life when I got married, to have to stretch myself into Africa, was a big thing, and I got married without realizing actually the dynamics of the whole situation. So I not only had to stretch myself into Africa, but also into, from being a Hindu into adapting and assimilating the Muslim culture, and I think that's also been a big. I don't feel it because it's very natural, and it's very embracing and it's very gentle in Morocco, but definitely. It's a stretch into another continent, different languages. In India we speak Hindi and English, and I know 2 other Indian languages, but all those languages become irrelevant in my current context. And not to speak the local languages is another stretch. So stretching into another continent, stretching into other languages, also stretching into another religion. Plus also mentality and education levels, because the way we look at education, for example, in India, is something that's alien to the culture here. And the way, so those are all very real differences. And I think that's been quite interesting. Also the things that people value over here in terms of what makes a better life and what to aspire for. I mean, that for me is a big change. La langue de communication de Fouad Ekoudla n'est ni l'anglais, ni le français, ni l'arabe, c'est le russe. Une langue que le Marocain a apprise en Ukraine durant ses études de pharmacie. Il y a rencontré Ekoudla, qui l'a suivi et s'est installé à Fès avec lui. Ils ont aujourd'hui la petite Sabrine, 2 ans. Peu intégrée à la société marocaine, c'est son mari qui assiste la jeune Ukrainienne dans sa vie de tous les jours. Une vie qu'ils ont choisi de vivre pour l'instant, sans interrogation. Как ты принимала первый вход к нам дома в Марокко, первый раз, когда ты заходила, как ты чувствовала? Ну, все чужое. Все не так, как у нас. Il dit que все чужое, как это будет, я уже забыл по-русски, по-французски, что-то такое. Il dit que tout est changé. C'est pas comme en Ukraine, à 100%. C'est ça qu'il a dit. C'est bon. 2 mots. Я до сих пор не привыкла. Il dit ça fait 4 ans, il n'est pas intégré encore. Même si je la connais très très bien, moi. Mais s'il va vivre 20 ans, il ne va pas être intégré parce qu'il est toujours seul. Maintenant, il dit c'est toi qui as fait le bon choix. C'est le bon choix. Ils disent... Я? А ты знаешь, она говорила? Ну, она сказала, спроси. Нет, она не говорит, нет. Она спрашивала,
другие люди, когда ты, ну, приехал в Марокко, что там, другие, ты не, ну, что они тебе говорили на, не что-то плохого говорить, почему ты не женился на иностранке или что-то такое. Нет, никто ничего не говорил. А после, когда они тебя знали, видели, как мы живем, знали это, наоборот, они все говорят, это ты самый умный. Et quand Foued assure la traduction, c'est forcément à sa manière. Ну, je dis que... Самый умный, да? Ну да. Я самый умный. Rencontre interculturelle, rencontre intellectuelle avant tout pour Abslam Chedadi et Sonoé, sa femme, depuis plus de 40 ans. Ce qui réunit l'historien et l'artiste, c'est la poésie, selon leur définition, un genre de réflexion et d'action commune et aérienne sur leur vie. Il n'est pas sûr que l'on choisisse un conjoint de manière délibérée qui n'est pas de notre pays. C'est une chose qui arrive parfois sans qu'on l'ait réellement voulu, etc. Bon, maintenant il y a peut-être quelque chose. Au départ, il y a peut-être simplement l'idée que c'est possible. C'est possible, ce n'est pas interdit, c'est peut-être mieux, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est voulu à l'avance, qui est programmé, qui est délibéré. Mais nous n'avons pas été arrêtés par ce qu'on appelle les traditions, ce qu'on appelle certaines manières de faire. Nous sommes allés pas au-delà de tout cela, mais cela, nous avons essayé de le replacer dans son contexte sans nous y arrêter vraiment. Nous étions dans une espèce de... comment dire de recherche qui était admise de chaque côté, de recherche de la vérité, de recherche de la beauté, de recherche de tout ce qui peut être intéressant d'un point de vue humain, etc. Donc ces choses étaient communes. Cette affaire que je qualifie de poétique, en fait, c'est ça qui crée le lien le plus fort. C'est-à-dire, on a quelque chose de commun ensemble dès le départ. Et je pense que c'est ça qui nous a soudés dans notre quotidien. C'est une sorte de... J'ai l'impression que j'ai rencontré quelqu'un qui peut partager avec moi cet aspect poétique. Oui, ça c'est une intuition. Et il m'encourage toujours beaucoup. Dans tout ce que je fais, c'est très bien. Alors, j'imagine que, d'après ce que j'ai lu, parce que je ne suis pas mariée à un japonais, mais on raconte souvent qu'un japonais ne s'intéresse pas à sa femme, par exemple. Le regard de l'autre, plus lourd, lorsque la couleur de peau s'en mêle. Driss Berada est fasci par son père. Il est aussi sénégalais par sa mère. Son grand-père maternel s'était installé au Sénégal en 1923. Venu faire ses études au Maroc, Driss rencontre Fatou. 3 enfants naissent de leur amour. Pour eux, l'obstacle aujourd'hui, c'est donc l'autre. Par rapport aux études, à l'intégration des enfants en pré-ado, c'est un peu difficile, surtout pour des enfants métis. De surcroît, un peu basanés, c'est difficile au Maroc, à Tanger, oui. Pourquoi? Ma fille a eu beaucoup de difficultés. Enfin, parce qu'ils ont une double culture, aussi bien la culture marocaine que sénégalaise. Et nous, on essaie de les inculquer, d'accepter les deux. À la maison, on n'arrête pas de leur dire que vous êtes des Marocains, vous êtes des Sénégalais, et quand ils sont dehors, on leur fait comprendre le contraire. Pour une fille, c'est un peu compliqué. Surtout tu es en pré-ado, tu es en train de te construire, de faire ta personnalité et de savoir que tu es accepté de ce côté et de rejeter de l'autre. C'est un peu difficile pour la fille. Pour le garçon, il n'y a pas de problème. Mais pour la fille en pré-ado, c'est un peu compliqué. Et donc, je l'ai vu qu'avec ma fille, difficilement.
Raison pour laquelle cette année on est parti s'installer au Sénégal. En fait, ce qui faisait surtout mal, c'est que en dehors de l'école, ils n'avaient pas de connaissances. Il n'y avait personne qui les fréquentait pratiquement en dehors de l'école. Et même à l'école, c'était difficile pour eux. Des fois, quand vous venez les chercher à 17h, vous trouvez votre enfant seul, les autres en groupe en train de causer, elle est debout seule à la porte de l'école en train de t'attendre, sans amis, sans personne pour qui parler. C'est quand même choquant. C'est pas le cas, par exemple, au Sénégal. C'est à peine si ils veulent rentrer à la maison. Là, dès qu'ils finissent le cours, il faut qu'ils rentrent parce que c'est à la maison seulement qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils sont épanouis et que ça ne peut pas continuer. Moi, j'ai connu la notion de l'étranger qu'en venant au Maroc. Au Sénégal, je n'ai pas senti cette différence. Je n'ai jamais senti c'est quoi l'étranger. J'ai connu la notion de l'étranger une fois au Maroc en tant qu'étudiant. J'ai vu que les étudiants, surtout africains, sont à part, les Marocains à part. Et là-bas, moi, j'étais élève au lycée. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, je serais à l'écart ou bien quelqu'un comme moi serait à l'écart par rapport aux autres et tout ça. Ça n'a jamais existé, je n'y ai jamais pensé. C'est ici seulement que j'ai eu ce phénomène. Pour moi, c'était un phénomène extraordinaire. Je ne savais pas que les étrangers pouvaient être traités d'une autre manière que les autres et tout ça. Et c'était difficile à comprendre. Et moi, en tant que Marocain même, on me mettait sur ces classes des étrangers. Fils de Marocain, et toujours est-il que je sentais une différence par rapport aux autres. On me traitait, il suffit que je parle et qu'on sache que je n'ai pas le langage du Marocain normal, enfin, vivant au Maroc et tout, donc l'accent et tout. Donc ça jouait et banalement, on me traitait comme un étranger automatiquement. Au Maroc, ils me considèrent plus comme une Sénégalaise. Parce que je parle pas beaucoup arabe et je suis basanée, donc ils me considèrent plus comme une étrangère. Mais au Sénégal, il n'y a pas de préjugés à propos de ça, donc et surtout je suis dans une école où il y a beaucoup beaucoup de diversité. La quête identitaire de leurs enfants, c'est la plus grande préoccupation des couples mixtes qui craignent parfois une perte de repères. Cette recherche, c'est avec sa plume que Marie Rahma Homan a décidé de la mener. Tanger, tu m'as laissé partir, c'est le titre du livre qu'écrit l'architecte programmiste de pères musulmans marocains et de mères catholiques espagnoles. Son retour au Maroc, il y a 6 ans, était, dit-elle, la pièce qu'il manquait à son puzzle. On m'a posé souvent la question, tu es plus marocaine ou tu es plus espagnole? Je ne peux pas dire est-ce que j'aime plus mon père que ma mère. C'est à la limite, c'est nous demander ça. Et comme, d'abord c'est pas possible, quel que soit X, on aime ses parents de tout cœur, et on enlève la religion et on enlève le pays et tout ce que vous voudrez. Donc finalement, quand on se rend compte que cette question, elle vous divise, elle divise votre famille, vous ne le souhaitez pas, donc la réaction c'est de dire non, j'aime mes 2 parents et je ne suis pas plus marocaine qu'espagnole, je suis ce que je suis. Et c'est là qu'on commence à faire un travail. Parce que finalement, est-ce que j'ai une réponse à cette même question? Qui suis-je? Alors on revient aux questions philosophiques et tout ce que vous voudrez. Donc voilà, je crois que ça implique toutes ces questions et si on veut chercher une réponse, on finira par comprendre que cette identité n'est pas nécessaire. Donc l'identité, oui, je crois que on en parle beaucoup, mais à la limite, c'est être soi-même et être convaincu qu'on vient d'un couple mixte parce que c'est une très belle chose aussi, que ce n'est pas une tare, bien au contraire, que ça peut au contraire nous donner 360 degrés de compréhension par rapport au monde, par rapport à l'ouverture, à la compréhension des autres. Et c'est ça que j'aboutis, c'est là où je suis arrivée. C'est mon chemin, j'ai peut-être mis 50 ans, il y en a qui mettront moins de temps, il y en a qui ne penseront pas à cela. C'est l'éveil qu'on nous a donné qui va faire qu'on se posera la question. Il y a peut-être des personnes qui ne pourront pas l'exprimer comme je l'exprime aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'écris ce livre, en fait. Il y a ça aussi, peut-être que ça peut apporter des questionnements à d'autres qui sont de couple mixte, qui viennent de cette richesse. Mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas une inquiétude. Et il n'y a pas d'inquiétude. La question de l'identité n'est pas forcément... Il ne faut pas s'attacher à cela.
elle arrivera parce que l'enfant va se la poser. L'enfant, quand il sera adulte, il va se la poser. C'est la vie qui vous donne, dans l'expérience que nous avons, les enrichissements qu'on a reçus, et les paroles des parents sont celles qui vont nous guider. Et à un moment donné, on va trouver notre propre équilibre. Parce qu'on se remet en cause. Et ça, c'est important. On se dit, ok, mes parents, ils se sont aimés comme ça. Je viens d'un couple mixte, je viens de l'amour de mes parents. Moi, je me positionne maintenant par rapport à... Mais l'équilibre se trouvera quand eux-mêmes, ils auront leurs propres enfants. En fait, cette transition est importante. On se retrouve par rapport à nos parents et à nos enfants. Quand on a la chance d'en avoir, bien sûr. La culture marocaine est en mouvement. La culture marocaine, c'est un beau mot, c'est quelque chose qui est bon pour le marketing peut-être, ou pour faire venir des tourismes, ou pour lorsque on a un parti politique, on va dire conservateur, comme ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ça donne une image de quelque chose, mais en réalité ça n'existe pas, c'est un mouvement. Et donc il y a bien sûr des cultures marocaines qui s'assemblent, qui des fois sont cohérentes, qui des fois disparaissent, qui des fois reviennent. Donc on n'a pas une culture marocaine, donc on n'a pas un instant T où on dit la culture marocaine c'est ça, et donc dans le couple, à ce moment-là, c'est ça qui prendrait le dessus et pas autre chose. Moi ce que je pense, c'est que dans un couple, ce n'est pas la dimension culturelle qui va prendre le dessus ou pas, c'est la dimension projet de vie. Et dans le projet de vie, effectivement, vous l'avez bien dit, ça peut être vivre au Maroc ou vivre en France mais toujours revenir au Maroc, visiter régulièrement sa famille, et on peut expliquer ces choses de projet de vie comme étant un donné culturel, en disant moi en tant que Marocain j'ai besoin de faire l'Aïd avec ma famille, j'ai besoin que ma famille reconnaisse mon enfant et donc je veux qu'il ait un prénom marocain ou musulman ou qu'il soit circoncis, j'ai besoin. Mais c'est plus du projet de vie finalement que de la culture. Alors c'est vrai que c'est difficile à entendre parce que ça voudrait dire qu'il y a autant de cultures que d'individus, ce qui n'est pas le cas, sinon on ne serait pas une société, sinon on serait une addition d'individus, mais malgré tout on est de plus en plus individualiste. Et c'est ça la modernité, et le Maroc qui est rentré de plein pied, même s'il ne veut pas le reconnaître, c'est déjà trop tard. Le processus est lancé, et évidemment la mixité sociale et les couples mixtes en sont un des exemples de cette entrée dans la modernité. Pour Lamia et Geoffrey, l'heure est pour l'instant à l'insouciance de la fête traditionnelle de mariage, un passage presque obligé, très apprécié des familles étrangères. Geoffrey, d'origine martiniquaise, et Lamia se sont rencontrés lors de leurs études à Paris, il y a 6 ans. Pour s'unir à la jeune femme, Geoffrey devait se convertir à l'islam, acte indispensable à un homme pour épouser une musulmane. D'une famille catholique, il a donc embrassé la religion de Lamia. Un geste fort pour sa belle famille, pour son beau-père. Abbas Kabaj. Le fait que Geoffrey se convertisse à l'islam va certainement faciliter un petit peu la vie du couple. Je crois qu'aujourd'hui, le problème des cultures, effectivement, peut se poser avec beaucoup d'affinité dès lors qu'il y a effectivement une grande différence de culture. Mais dans le cas d'espèce, en ce qui concerne ma fille, je pense que son mari lui-même est issu d'une culture qui se rapproche un peu de la culture marocaine, qui se rapproche, quoi qu'il soit français. Je pense que la nationalité aujourd'hui n'a rien à voir avec la culture qu'on puisse acquérir. On peut être français de Bretagne ou d'Alsace et avoir une culture occidentale. Comme on peut être français des Antilles ou de Martinique ou de je ne sais quelle région de France autre et avoir une culture qui est différente. Une union facilitée par l'ouverture des deux familles, par l'enthousiasme aussi du père de Geoffrey, Jean-Luc Supervielle. Ah oui, magnifique. J'ai 2 fils, je n'avais pas de fille, maintenant j'ai une fille. Et j'ai trouvé le mariage d'un faste et en même temps d'une simplicité, d'un charme
qui m'a rappelé un petit peu mon enfance, puisque je suis né en Algérie et j'ai grandi en France. Je vis en Martinique depuis 30 ans. Je suis à la fois afro-américano-européen et toutes les cultures se croisent maintenant dans le monde. C'est l'avenir de la jeunesse, c'est l'avenir du monde. C'est le croisement, le métissage des cultures, des races, des religions aussi, puisqu'il n'y a qu'un... Personnellement, je suis juif par ma mère, catholique par mon père, et en fait, je suis maintenant musulman par mon fils et par ma fille, ma nouvelle fille. Religion, tradition, nationalité, langue, autant de façons qu'il existe de couples de mélanger ces différences et de composer leur mélodie du bonheur. باشكيري تتمنى أحلى دخول مدرسي لكل الأطفال. اكتشفوا الآن ملصقات رائعة في جميع علب Direction à présent la Chine. C'est une vieille tradition qui avait été interdite par Mao, celle pour les hommes d'entretenir des maîtresses. En Chine, on les appelle plus communément des concubines. Le phénomène a repris de l'ampleur avec l'ouverture économique. De nombreux hommes d'affaires chinois nourrissent, logent et fournissent à une deuxième femme tout ce dont elle a besoin au quotidien, en échange de sa disponibilité totale. Pour elle, c'est bien souvent le moyen de fuir la misère, des conditions de vie précaires, une région enclavée. Revers de la médaille pour ces marivolages, la traque menée par certaines épouses trompées et leur révolte, parfois violente. Regardez. C'est un quartier secret, sulfureux. En mandarin, on le surnomme Huangbeling, le village des concubines. Shenzhen au sud de la Chine. Ici, des jeunes femmes déambulent, oisives, sexy et court-vêtues. Sacs de luxe, talons hauts et looks aguicheurs, en apparence, elles ressemblent à des prostituées. Mais ne vous y trompez pas, ces silhouettes affriolantes n'attendent pas le client. En fait, ce sont des concubines, des deuxièmes femmes. Les hommes ont un deuxième foyer en cachette de leur première famille. Et ici, il y a beaucoup de concubines? Ah oui, partout. Elles sont où? Devant nous, dans la rue, là. Regardez. Ces concubines ne sont pas des professionnels du sexe. Elles ont un seul protecteur, une liaison suivie. Mais ce ne sont pas non plus de simples maîtresses, car elles reçoivent une rétribution financière. Les concubines, la résurgence d'une tradition féodale. Autrefois en Chine, épouses officielles et concubines vivaient sous le même toit. La cité interdite de Pékin abritait même un harem impérial. Un vieux proverbe chinois dit que l'homme est une théière et qu'une théière sert toujours plusieurs tasses. Les concubines ont inspiré de nombreux romans et films à succès, mais la coutume, assimilée à la polygamie, a été interdite par Mao Tse-tung en 1949. Aujourd'hui, avoir une concubine est illégal et passible de 2 ans de prison. Pourtant, la coutume revient au goût du jour, dans le plus grand secret. Approcher une concubine est difficile, le sujet est tabou.
Ce jour-là, nous persuadons une de ces jeunes femmes de prendre un verre avec nous. Le temps de la mettre en confiance, nous filmons d'abord en caméra cachée. Elle est la concubine d'un riche homme d'affaires de 45 ans. Fang Fang, elle, en a 22. De son protecteur, elle sait juste qu'il occupe un poste haut placé à l'aéroport de Hong Kong. Cet homme, il te donne de l'argent? Oui, bien sûr. Combien exactement? 10 000 à 20 000 yuan par mois. Soit 1 500 €, une fortune en Chine. Ces hommes riches disent qu'on n'a pas besoin de travailler. Ils disent qu'ici, le salaire moyen, c'est 200 € par mois. Cette somme-là, ils peuvent nous la donner comme argent de poche. Fang Fang assume, la tête froide. Moi, je m'en fiche qu'il soit célibataire ou pas. Je ne rêve pas du tout de me marier avec lui ou de fonder une famille avec lui. Ça m'est complètement égal qu'il ait une épouse officielle. Moi, mon but, c'est juste d'avoir de l'argent et de m'amuser un peu. De vivre mieux. Pour dénicher une concubine comme Fang Fang, impossible pour un homme marié de passer une petite annonce. C'est interdit. C'est dans les quartiers de nuit que se font les rencontres. Dans ces discothèques interlopes. Avoir une concubine en Chine, c'est comme posséder une voiture de sport. C'est un signe extérieur de richesse, un attribut de statut social. Dans la rue le soir, on croise des dizaines de couples. Ce qui saute aux yeux, c'est leur différence d'âge. Entre les concubines et leurs amants plus âgés, peu de paroles, peu de gestes tendres. Les unes offrent leur virginité, les autres en échange ouvrent leur portefeuille. Certains de ces hommes mariés ont accepté de se confier, à visage caché, dans le salon de cet hôtel d'affaires. Ici, les secrets d'alcôve se chuchotent. 60% des Chinois entretiendraient une ou plusieurs concubines. Les concubines sont surnommées les poulettes, leurs protecteurs, les tortues en or. Si vous allez voir une prostituée, c'est juste pour le sexe. Une concubine, c'est un sentiment différent. C'est de l'amour? Ouais, enfin, une sorte d'amour. C'est compliqué à expliquer. Mais ça reste secret en Chine. Bien sûr, ça reste secret. Si ta femme apprend que tu as une concubine, ça crée des gros problèmes dans la famille. Les concubines, un peu geisha, choisissent ces hommes comme des demi-dieux. Elles leur offrent une aventure sexuelle contrôlée, un sentiment de possession. Vous savez, le phénomène des concubines commence à concerner des hommes de toutes les couches sociales. Dans les grandes villes, ce sont bien sûr des hommes aisés. Dans les villes plus petites, ça peut être des notables. Ils sont moins riches, mais ils ont du pouvoir. Le lendemain matin, nous avons un nouveau rendez-vous avec Fang Fang, la jeune concubine. Nous lui avons révélé notre identité de journaliste. Après une longue discussion, elle accepte d'être filmée à visage découvert. Fang Fang n'a pas fait d'études. Elle vient d'un village pauvre, à l'autre bout de la Chine. Lorsqu'elle a émigré en ville, elle a commencé par travailler dans une usine textile. Elle cousait des chemises 10 heures par jour et vivait dans un dortoir. Aujourd'hui, elle a passé un contrat avec son protecteur pour être sa concubine pendant 2 ans. Et ton amant, il a des enfants? Oui, une petite fille. Elle a quel âge? 8 ans. Et l'épouse officielle, elle sait que tu existes? L'enfant lui a peut-être dit. L'épouse officielle vit pourtant à quelques kilomètres, de l'autre côté de ce pont, à Hong Kong. Car s'ils sont aujourd'hui imités dans toute la Chine, ce sont les millionnaires de Hong Kong qui ont remis les concubines à la mode. Chaque jour, de riches Hongkongais quittent leur île. Seuls, ils se rendent sur le continent,
officiellement pour affaires. Sauf qu'ici, on surnomme ce train le Concubine Express. Ces hommes voyagent vers leur deuxième vie. Juste de l'autre côté du pont, à Shenzhen, les protecteurs louent des appartements pour leurs concubines dans ces résidences chics. Sur le parking de la résidence, plusieurs hommes riches ont garé leur berline de luxe, avec 2 plaques d'immatriculation, une pour Shenzhen, l'autre pour Hong Kong. 2 plaques, 2 villes, 2 femmes. Voici l'appartement dans lequel Fang Fang est logé par son amant. Un 3 pièces impersonnel, mais spacieux et moderne. C'est lui qui a tout payé ici. Meubles et matériel high-tech tout neuf, une vie confortable, mais solitaire. Fang Fang passe sa semaine dans cette cage dorée, à attendre les visites de l'homme de Hong Kong. J'ai acheté de la bière, c'est pour lui. Pour tromper son ennui, elle chatte pendant des heures sur Internet. On est loin d'une histoire de prince charmant. Ton amant, il vient combien de fois par semaine? 4 ou 5 fois. Lorsqu'il vient, parfois, on va se promener, ou alors on reste ici, à la maison, ou alors on joue au mahjong en pariant de l'argent. Parfois, on passe la soirée avec ses amis, d'autres hommes d'affaires, quand ils ne travaillent pas. Tu crois que cet homme t'aime? Ça va. Et toi, tu l'aimes? Un peu. Pour que l'on comprenne mieux ses motivations, Fang Fang accepte de nous emmener à la campagne, dans sa famille qu'elle a quittée il y a 3 ans. À 40 heures de route de Shenzhen, c'est une autre Chine, oubliée de la croissance. Des paysages bucoliques, mais des paysans sans le sou. Les citadins gagnent en moyenne 4 000 € par an, contre 10 fois moins dans ces provinces rurales reculées. Nous arrivons à la tombée de la nuit, dans un hameau rustique. Ici, les parents de Fang Fang cultivent des pommes. Voilà, c'est ma maison. Bonjour, c'est moi, c'est Fang Fang. Le père de Fang Fang semble un peu désemparé. Voilà, je vous présente mon père. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu. L'intérieur est spartiate, les murs et le sol de béton à nu. Ici, il n'y a pas de salle de bain. Les sanitaires sont à côté de la porcherie. Autrefois, Fang Fang aidait ses parents dans les vergers. Mais elle a toujours rêvé d'autre chose. Voilà, là c'était ma chambre avant. C'est devenu un débarras. Tes parents savent que tu es concubine? Non, non, je ne leur ai pas dit. Pourquoi, ça ne leur plairait pas? Non, ils ne seraient pas très contents. Fang Fang offre à son père ce téléphone portable dernier cri. La mère, elle, tend son livret bancaire à sa fille. Fang Fang vient de lui virer 6 000 €, un trésor. La famille ne demande pas d'où vient l'argent. Vous savez ce qu'elle fait à Shenzhen? Je travaille. Vous savez ce qu'elle fait, madame? Elle nous dit qu'elle travaille. La mère n'en dira pas plus. Difficile de savoir ce qu'elle sait vraiment. Retour à Shenzhen, à 6000 km du village. Ici aussi, il y a 20 ans, il n'y avait que des rizières. Elles ont été remplacées par ces centres commerciaux opulents. Grâce à ses 1 500 € mensuels, Fang Fang consomme. Elle vit son rêve de Cendrillon sans état d'âme. Et elle dépense en une journée ce que gagnent ses parents en un mois. Si elle n'était pas concubine, elle ne pourrait pas s'acheter ses chaussures ou ce chemisier à 70 €. Et lorsqu'elle ne fait pas du shopping, Fang Fang est chez l'esthéticienne. À Shenzhen, dans la ville des concubines, on trouve des centaines de petits salons de beauté, comme celui-ci. Tu viens souvent ici? Oh oui, très souvent.
Combien de fois par semaine? Au moins 4 à 6 fois. Coiffure, manucure. Ici, toutes les clientes sont des concubines. Fang Fang se fait belle, en attendant celui qui lui loue, sur contrat, sa jeunesse et sa beauté. Et même si elle souhaite rester discrète, Fang Fang accepte aussi de nous faire monter dans la belle voiture que son amant met à sa disposition. Une voiture avec chauffeur. Allô? Oui, je t'entends. Non, je suis dehors. Je sors du centre commercial. D'accord, à tout à l'heure. C'est lui, c'était mon ami. Dis qu'il vient aujourd'hui à 22h. Et qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas envie de le voir ou si tu n'as pas le temps? Je dois toujours être disponible pour lui. Le jour où j'aurai plus envie de le voir, c'est que notre contrat sera terminé. En attendant, c'est grâce à ça que j'ai plus besoin de travailler. L'heure du rendez-vous approche. Sur le parking de la résidence, plusieurs hommes attendent leur concubine. Fang Fang se hâte, elle nous demande de la laisser. Elle risque gros si son amant apprend qu'elle a parlé à des journalistes. Car lorsque le contrat arrive à son terme, mieux vaut avoir anticipé l'avenir. Jang Bai-shun est avocat. En 2006, il a fondé un cabinet juridique d'aide aux concubines. Indépendantes en apparence, ces filles de la campagne sont en fait souvent naïves, fragiles. Un jour, une jeune concubine qui vivait à Canton m'a téléphoné. Elle me demandait de l'aider parce que son protecteur venait de décider de se séparer d'elle. Mais j'avais trop de cas à gérer en même temps. Je l'ai fait attendre et lorsque je suis arrivé à Canton, elle avait sauté d'un immeuble. Elle s'était suicidée. Ce décès m'a beaucoup marqué et c'est pour ça que j'ai décidé de défendre les concubines délaissées. Ce jour-là, nous accompagnons l'avocat chez une ex-concubine déchue. Elle s'appelle Rao. Elle a 32 ans. Son vieil amant l'a quittée pour une fille plus jeune. Je suis là, c'est moi. Vous voilà entrée. Rao a conservé l'appartement acheté par son amant, mais elle est désespérée et n'en prend plus soin. La jeune femme n'a jamais pris la pilule, car les Chinoises croient que ça rend stérile. Le problème, c'est qu'elle est tombée enceinte. Et au pays de l'enfant unique, un enfant conçu hors mariage ne peut pas être reconnu. Jason, son petit garçon, n'a pas de papier. Mon fils ne peut pas aller à l'école publique gratuite, car il n'a pas de certificat de naissance. Il faudrait que je paye pour lui acheter des faux papiers. Et encore, même si j'avais de l'argent, il faudrait que je trouve les gens par qui passer. Il faudrait que j'invite les bonnes personnes au restaurant pour les soudoyer. Sans état civil, l'enfant illégitime n'a pas non plus droit aux soins de santé. Or, Jason est atteint d'autisme, souvent malade. Avec les soucis, la beauté de Rao, autrefois radieuse, s'est étiolée. Sans qualification, elle vit aujourd'hui de petits boulots, avec moins de 100 € par mois. Regardez, hier j'ai reçu ce texto d'un des amis de mon protecteur. Il dit Yang ne veut plus te donner d'argent. Je vais essayer de l'appeler. On va voir s'il décroche. Allô, oui, bonjour. Vous savez, ma cliente est à bout. J'ai vraiment peur qu'elle fasse une bêtise. C'est pour ça que je suis venu la voir, même si je suis très pris. Faut qu'on négocie une solution. On peut au moins se rencontrer pour en discuter. Vous savez, il est devenu très mignon, votre fils. Bai-shun tente de régler discrètement l'affaire. Il essaye d'obtenir 30 000 € de l'ex-protecteur. Allô? Il vous a raccroché au nez? Rappelez-le, dans 1 heure. Il était très énervé, là. Si elle obtient l'argent, Rao s'engage à quitter la ville avec son fils, à ne plus jamais faire parler d'elle. Je vais le menacer de porter cette affaire devant les tribunaux. Il peut être accusé de corruption et de débauche. Ou alors, je vais lui dire que je vais aller tout raconter aux médias, aux télés, ou à son unité de travail. Vous savez, c'est un haut fonctionnaire du tribunal. Il va prendre peur pour sa réputation. Je pense qu'il va me dire, ok, on arrête tout, je vous donne l'argent.
Dans les dossiers de l'avocat, uniquement des histoires tristes. Plusieurs de ses clientes ont subi des avortements forcés, des sévices corporels. L'une des concubines a même été défigurée au vitriol par son ex-amant. Mais les concubines ne sont pas les seules à souffrir. Il y a aussi les épouses trompées. L'une d'elles est même devenue une vedette en Chine. C'est dans cet immeuble modeste que vit Zhang Yufen. À 50 ans, cette femme a été ruinée par un époux volage. Elle prend aujourd'hui sa revanche. Regardez ça, c'est un appareil photo. Avec ça, je prends en photo les maris quand ils marchent dans la rue avec leurs concubines. Ça, c'est un magnétophone pour enregistrer. Et ça, c'est ma perruque pour ne pas être reconnue pendant les filatures. Zhang est devenue la détective privée la plus célèbre du pays. On la surnomme la tueuse de concubines. À la demande des épouses trompées, Zhang se déplace dans toute la Chine, jumelle en bandoulière. Elle est bénévole, elle ne se fait rembourser que ses frais de transport. Ses traques, c'est la cause de sa vie. Le but, réunir des preuves que l'homme a un second foyer. C'est la seule condition pour que l'épouse trompée obtienne un divorce en sa faveur, la garde de l'enfant unique et une pension alimentaire. Ce jour-là, la cible de Zhang, c'est ce couple, un riche commerçant de 45 ans et sa jeune concubine. Zhang emmagasine les photos preuves de l'adultère. Je vais vous montrer quelque chose. C'est un des carnets dans lesquels je note les appels des femmes trompées qui me contactent de toute la Chine. C'est déjà mon 25e carnet. Je me souviens d'un homme qui avait 8 ou 9 concubines. La 3e femme m'a appelé pour me demander les preuves qu'il fricotait avec la 5e. C'est dingue, non? Zhang Yufen, bonjour. La télévision chinoise a même consacré une émission à la tueuse de concubines. Devant des dizaines de millions de téléspectateurs, dans le reportage, Zhang et les autres femmes trompées interpellent un mari bigame en pleine rue pour l'humilier publiquement. Vous savez, on a un enfant ensemble. Eh bien, mon enfant de 9 ans, il m'a dit « Maman, je vais aller tuer mon père à cause de sa concubine. » L'homme est houspillé publiquement, forcé de rentrer au foyer, sous les quolibets des passants. Puis vient le tour de sa concubine, à la sortie de sa résidence. Les femmes trompées lui tirent les cheveux et la bousculent violemment. « Tu as pris le mari d'une autre. Tu as détruit un foyer. Tu n'as pas honte ?» Zhang et ses amies se font justice elles-mêmes. Ce jour-là, elles ont violemment frappé la concubine. Zhang a aussi fondé l'Alliance contre les concubines de la République populaire de Chine, un club d'épouses trompées qui se réunissent discrètement. Zhang tient son adresse secrète pour éviter la vengeance des maris traqués. Je vous présente Dangali. Sur ce canapé, plusieurs femmes quinquagénaires qui ne savent pas comment se défendre. Regardez, mon mari prétendait être en voyage d'affaires et en fait il emmenait sa concubine partout en vacances. Là, je sais même pas où c'est. Il emmenait même la mère de la concubine. Et ça, regarde, c'est un témoignage écrit du propriétaire de leur appartement. Il certifie qu'ils vivaient comme mari et femme depuis 2 ans. Les épouses trompées sont amères, éplorées. J'ai produit ce document en justice, mais il paraît que le tribunal l'a perdu. Comment je peux me défendre maintenant? Je n'ai plus aucune confiance en la loi. J'ai passé plus de 3 ans à les suivre. J'ai perdu mon honneur, ma fierté. J'ai consacré plusieurs dizaines de milliers de yuan. Regardez, c'est l'article de loi qui interdit la polygamie. C'est écrit, ceux qui ont une concubine perdront leur bol de riz. Je suis allé voir la police avec ce texte, mais ils s'en fichent. De toute façon, les policiers aussi ont des concubines. En Chine, 160 000 femmes se suicident chaque année. Proportionnellement, c'est 4 fois plus qu'en France. 70% de ces femmes seraient des épouses trompées ou des concubines déchues.
c'est la fin de ce numéro de Média Investigation. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles enquêtes. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée.